Ok, on est en juin 1994, alors que la Coupe du Monde approche à grands pas, la FIFA fait face à une situation inédite. En fait, plusieurs sélections, dont l'Espagne, se sont publiquement plaints de l'équipe mexicaine qui posséderait un avantage jugé illégal. Et cet avantage, c'est lui, Jorge Campos, un joueur format pocket d'1m68 à la dégaine déjà légendaire. Mais le problème de ce joueur, c'est pas ses maillots fluo, mais c'est plutôt sa polyvalence absolument délirante, puisque ce dernier peut évoluer à deux postes, celui de gardien et celui d'attaquant. Ouais, t'as bien entendu. Alors considéré comme l'un des tout meilleurs gardiens au monde, Jorge a pourtant débuté en professionnel au poste d'attaquant et continue alors avec son club et avec la sélection mexicaine à alterner entre ces deux antipodes. Tantôt il bazooke des frappes en lucarne, tantôt il arrête ses frappes, et ça, tu l'as compris, et bah ça casse alors tous les codes du ballon rond et surtout ça commence à déranger les plus hautes instances du football. Yo me defino como portero delantero. Si metí 41 goles. Bref, aujourd'hui c'est donc l'histoire de cet ovni du football que je vais vous raconter, Jorge Campos. C'est parti générique. Jorge est né en 1966 à Acapulco au Mexique dans un décor de carte postale où il passe ses journées à surfer. Et si son père, plutôt aisé, tient un ranch avec ses grands-parents, et ben la vraie passion de l'homme de la maison, qu'il transmet d'ailleurs très vite à ses 5 fils dont Jorge, et ben c'est le football. Bon, certes, le papa n'est pas très doué balle au pied, pour autant, il adore parler ballon rond, genre vraiment c'est sa passion, à tel point qu'il décide très vite de créer une petite équipe de quartier dans laquelle il fait jouer les membres de sa famille, que ça soit ses fils, ses neveux et leurs potes. Et c'est donc sous le maillot de ce club familial, au sens propre du terme, que le petit Jorge fait connaissance avec le cuir, un cuir dont il tombe très vite amoureux, même si la plupart du temps, bah, il joue sur le banc. Mais toujours est-il que les années passent, et c'est dans ce club un peu particulier que Jorge et sa petite taille testent tous les postes de footballeur. Un week-end il est attaquant, l'autre il est défenseur, l'autre il est gardien, et ça très vite ça va être un gros avantage pour lui parce que ça lui permet de développer une incroyable polyvalence. Et si on ajoute à cette polyvalence déjà folle une vitesse bien supérieure à celle de ses camarades ainsi qu'une technique plutôt soyeuse, et bah ça nous donne les différents arguments qui ont convaincu en 1983 Luis Estrada, alors entraîneur de l'équipe 3 du club professionnel des Pumas, de proposer à notre gamin de 17 printemps un match de détection contre son équipe. Y me dijo, preséntate el sábado que vas a jugar contra Pumas. Y ya, ¿en serio? Sí, vas a jugar. Quiero que te vean. Le dije a todos mis amigos ahí en la... uno me creyó. Ay, ¿vas a jugar contra Pumas? Digo, sí. ¿De qué? ¿De porteros? Sí. ¿Pero tú eres delantero? Sí, ya fue. Y jugué el primer tiempo. Y ahí me vio Pumas y ya me invitaron a ir allá. Clairement, tu l'as compris, pour Jorge, cette proposition des Pumas, elle est alléchante, elle est voire même inespérée. Sauf que contre toute attente, dans un premier temps, le gosse refuse. En fait, déjà, son père l'oblige à d'abord finir ses études avant de se concentrer sur le football. Et surtout, Jorge, lui, il préférait plutôt rejoindre le club de Cruz Azul, avec qui, à ce moment-là, il est également en contact. Bon, finalement, il s'avère que les dirigeants de la Máquina Celeste, ils vont recaler Jorge à cause de sa trop petite taille. Et c'est comme ça que, contre toute attente, Jorge rejoint finalement les Pumas du club Universidad Nacional. On est alors en 1986 et Jorge s'envole donc à plus de 1100 km de sa famille dans l'une des villes les plus denses et les plus peuplées au monde, Mexico. Et évidemment, les débuts là-bas sont compliqués pour l'apprenti gardien. Loin de la mer, dans une jungle urbaine qu'il trouve grise et froide, les journées elles sont longues. Et d'ailleurs, dès qu'il le peut, le joueur à la mèche brune s'envoie une dizaine d'heures de bus pour rentrer le week-end auprès des siens. Bref, il se sent pas très bien dans sa nouvelle vie, il est pas très bien intégré, il a du mal à se faire à cette ville énorme, sauf que à l'été 86, il y a un événement qui va tout faire basculer pour lui. La Coupe du Monde. En 1986, le Mexique accueille chez lui les plus grandes stars du football mondial,
Maradona, Platini, Socrates pour une compétition qui sera grandiose. Et pour Jorge, voir ça, voir les caméras du monde entier tourner vers son pays, tourner vers sa ville, eh bien ça va faire naître chez lui un objectif, un rêve même qu'il est prêt à tout pour accomplir, celui de participer un jour à une Coupe du Monde avec la Tri. Et donc archi motivé par cette idée, et bien à partir de ce moment-là, le portier va redoubler d'efforts à l'entraînement. Il va aussi passer des heures à observer Pablo Larios, le goal de Cruz Azul, au jeu très innovant dont il s'inspire beaucoup. Un modèle qui le pousse à devenir un gardien presque anachronique, qui joue très haut, qui sort énormément et qui très souvent utilise ses pieds pour dribbler. Ce que Jorge évidemment fait très bien puisqu'il a été formé principalement sur le champ. Mais pourtant, si c'est donc en tant que gardien que Jorge Campos commence à progresser et intègre même en tant que titulaire l'équipe réserve, et bah pourtant c'est sans les gants et à la pointe de l'attaque des Pumas qu'il va découvrir le football professionnel. No jugaba, me tenían en la banca. Yo le decía a Miguel, me decía, oye, estoy en la banca, méteme delantero. Yo en Acapulco jugaba de delantero con el equipo de mi papá porque mi hermano estaba en la portería. Y ya me empecé a entrenar otra vez de delantero. Y yo le decía a Miguel que me diera la oportunidad. Y pasó el tiempo y me da la oportunidad. Y metí gol, normal. Ouais, l'histoire est folle, mais le plus fou, c'est que ça va super bien se passer. Pour son premier cru, le gardien attaquant plante 3 banderilles en 7 matchs, et mieux encore, Jorge boucle la saison suivante avec 22 pions et le titre de meilleur buteur de son équipe, marquant notamment un but importantissime en finale de la Coupe des clubs champions de la CONCACAF, une compétition qu'il remporte avec les siens. Bref, c'est donc une ascension de zinzin pour le gamin d'Acapulco. C'est un mec qui a été formé en tant qu'attaquant, qui a été recruté en tant que gardien, puis qui finalement explose comme buteur en pro à un niveau quand même continental, c'est du jamais vu. Et cette histoire, elle va pas s'arrêter en si bon chemin, car on fait un petit bond en avant dans l'histoire, direction 1990, alors que Jorge fait lever les foules mexicaines depuis déjà 2 ans, 2 saisons au cours desquelles il n'a plus porté les gants, et bien lors du mercato, le portier titulaire Adolfo Ríos est vendu au Club América. Et pour l'attaquant, Jorge, ce transfert va changer sa carrière, puisqu'il est reculé après ça au poste de gardien. Et clairement, au début, c'est pas trop au goût de notre protagoniste. Lui, ça y est, il se voyait faire carrière comme un grand attaquant, il se voyait empiler les buts en Coupe du Monde, en championnat, etc. Donc au début, il a un peu de mal, sauf que pourtant, dans les buts, et malgré son mètre 68, eh bien Jorge est aussi redoutable qu'en attaque. Et mieux, il est même en avance sur tous les autres gardiens, parce qu'en plus de son agilité vertigineuse, et bien comme on l'a vu tout à l'heure, le portier a aussi l'expérience folle d'avoir joué en tant que professionnel comme attaquant, donc ouais, il sait ce que vont faire ses adversaires, comment ils se comportent, comment ils vont essayer de marquer des buts, et il sait aussi et surtout comment les arrêter. Et tout ça, combiné à son goût pour le risque, ça pousse Jorge à se transformer en véritable goal volant. Quasiment à chaque match, ça lui arrive de sortir à 30 ou même 40 mètres de ses buts, et ce 20 ans avant Manuel Neuer. Il n'hésite pas aussi à gagner des mètres balle au pied. Et tout ça, il fait en terrorisant en parallèle les attaquants adverses par ses parades réflexes, par ses envolées lunaires, ainsi que par ses maillots aussi excentriques que fluo, et délicates qu'il confectionne lui-même sur son temps libre pour impressionner ses adversaires. Et ça marche parce que très vite Jorge devient l'un des meilleurs gardiens du championnat et même l'un des meilleurs gardiens du continent. Mais pour autant, et aussi dingue que ça puisse paraître, ça n'empêche pas le nouveau gardien de continuer à faire des piges avec les Pumas en attaque. Voilà, il y a certains matchs où il est aligné en attaque et il y a même certains matchs où après avoir commencé au goal, il est envoyé en tant qu'attaquant en deuxième mi-temps. Ouais, honnêtement, j'ai pas les mots, je sais pas si tu te rends compte de la folie que c'est, surtout qu'il le fait à très très haut niveau, parce qu'il le fait avec les Pumas, avec qui il remporte le championnat en 91, mais il le fait aussi et surtout avec la sélection mexicaine qu'il découvre la même année. En fait, ce qui a beaucoup aidé Jorge avec la sélection, c'est que le sélectionneur Luis Menotti pratiquait à l'époque un jeu ultra risqué, où toute l'équipe jouait leur jeu super haut, et donc pour Menotti, avoir un gardien comme Jorge, une sorte de libéraux dernier rempart capable d'évoluer à 40 mètres de ses buts en toute confiance, capable de couvrir les espaces, capable de récupérer les ballons,
bah clairement c'est tout ce qu'il lui fallait. Et d'ailleurs ce combo va plutôt très bien marcher, car après avoir atteint la finale de la Copa América 93, puis avoir remporté la Gold Cup la même année, eh bien l'arc-en-ciel céleste est nommé 3e meilleur gardien du monde, derrière Peter Schmeichel et Sergio Goycochea, une véritable consécration pour cet ovni. Bref, tu l'as compris, au mi-temps des années 90, Jorge Campos se voit auréolé d'un statut de joueur incroyable. C'est un crack hors du commun qui brille par ses sorties risquées, par ses tenues XXL qui rendraient fous les daltoniens, mais aussi et surtout donc par son omniscience absolue et inédite sur le terrain. Parce que ouais, le mec est aussi fort au goal qu'en attaque. Je le répète, mais vraiment, j'ai pas les mots. Quand j'ai découvert cette histoire, j'étais vraiment choqué. Sauf que bon, jusque-là, l'histoire était belle, mais cette notoriété, bah ça va aussi jouer quelques tours à Jorge. Car en 1994, à l'approche de la Coupe du Monde aux États-Unis, il y a certaines sélections, et notamment le coach espagnol Javier Clemente, qui commencent à voir ça d'un mauvais œil. Pour eux, c'est pas normal qu'un gardien ait le droit de passer en attaque en plein milieu d'un match. Ça avantagerait de manière illicite le Mexique, et donc par conséquent, ces sélections vont se plaindre publiquement à la FIFA, une FIFA qui prendra la décision, pour être tranquille, d'interdire purement et simplement à un joueur sélectionné comme gardien d'évoluer sur le champ. Ouais, Jorge est tellement loin, il est tellement dans le futur qu'il a donc obligé la FIFA à changer les règles rien que pour lui. C'est complètement fou, mais bon, ce changement de règles, ça n'a pas empêché Jorge, désormais simple gardien, de devenir aux États-Unis la mascotte du mondial. Et si les Mexicains sont finalement sortis au bout du suspense par la Bulgarie de Stoïkov, eh bien Jorge Campos, lui, n'aura pas tout perdu pendant ce mois. Car aux States, il est désormais adulé, et c'est comme une légende qu'il reviendra 2 ans plus tard au pays de Martin Luther King pour aider la MLS dans sa construction. Sauf que, vous le savez, Jorge, il ne fait rien comme les autres, et cette signature en 1996 au LA Galaxy va le confirmer. En fait, pour la petite histoire, le portier vient alors tout juste d'être vendu par des Pumas en manque d'argent chez le voisin mexicain de CF Atlante, avec qui d'ailleurs il a marqué un bijou. Vraiment, le but est absolument incroyable. Et du coup, lui, quand on lui propose quelques mois après son arrivée dans son nouveau club, ce challenge MLS, d'un côté, il est emballé, ça lui fera beaucoup d'argent, ça lui fera beaucoup de visibilité, mais en même temps, d'un autre côté, il n'a pas non plus envie de perdre toute la liberté dont il joue au Mexique, celle de s'entraîner un peu comme il veut, celle de jouer en attaque et au poste de gardien. Et donc, après réflexion, il accepte d'y aller, mais à une condition seulement, celle de rester dans le même temps un joueur d'Atlante. Y ya jugaba en las dos ligas. ¿Por qué? Porque se podía. O sea, tú hiciste lo que quisiste en todos lados. Afortunadamente, gracias a Dios, si era libre y puedo hacer lo que yo quiera. Cuando uno está libre, puede hacer lo que quiera. Ouais, aussi fou que cela puisse paraître, la MLS qui cherche alors désespérément une tête d'affiche pour faire exploser l'intérêt de son championnat, accepte que Jorge, qu'elle paye alors des centaines de milliers d'euros, joue au LA Galaxy tout en restant un joueur d'Atlante. Et c'est pas tout, parce qu'aux États-Unis, en plus de ce traitement de faveur, la nouvelle vitrine du championnat est également traitée en véritable star. On accepte tous ses caprices. On lui offre une Ferrari, on lui affrète un jet privé pour qu'il aille jouer avec sa sélection. Et pour cause, là-bas, c'est vraiment devenu une légende. D'ailleurs, l'affluence des LA Galaxy explose littéralement quand il joue, parce que tout le monde se bouscule pour voir le gardien attaquant faire ses bizarreries. En juin 96, Jorge va même aller jusqu'à jouer un match avec le Mexique contre les États-Unis devant 92 000 personnes entassées au Rose Bowl, le stade de Los Angeles, avant, quelques heures seulement après le coup de sifflet final, de remettre ses gants cette fois sous les couleurs des Los Angeles Galaxy dans une rencontre face au Tampa Bay Mutiny qui rentrera dans l'histoire comme le match ayant eu la plus grande affluence de l'histoire de la MLS. Bref,
Bref, tu l'as donc compris, Roré est une légende, que ça soit aux États-Unis, mais aussi au Mexique et plus globalement dans le monde. Après la Coupe du Monde 94, qui a exposé à tout le monde ce joueur anachronique aux tenues particulières. C'est un mec ultra sympa et surtout ultra talentueux qui excelle quand on le laisse faire ce qu'il veut. D'ailleurs, par exemple, il refusait de s'entraîner au goal. Lui, à l'entraînement, il voulait marquer, il voulait pas se prendre des frappes de tous les côtés. Et la suite de sa carrière, elle va se poursuivre sur le même rythme. Car après son passage en rockstar au LA Galaxy, le gardien fait ensuite des piges plus ou moins réussies à Cruz Azul, au Chicago Fire, aux Pumas, aux Tigres et même à Puebla, facturant finalement 501 rencontres en professionnel pour 47 buts marqués, c'est complètement fou, auxquels s'ajoutent, tenez-vous bien, les 130 sélections qu'il compte avec la tri mexicaine, pour 2 Gold Cup, une Coupe des Confédérations et surtout 3 participations à la Coupe du Monde, avant finalement, en 2004, que le gardien subversif ne prenne sa retraite à 38 balais. Bref, l'histoire de Roré Campos, c'était donc l'histoire d'un personnage comme on n'en fait plus, d'un joueur légendaire à la double casquette, au maillot 3 fois trop grand, à la limite du mauvais goût, à la capacité de jouer au très haut niveau, attaquant mais aussi gardien, un poste de gardien qu'il a d'ailleurs largement révolutionné avec son jeu risqué, son jeu au pied, son jeu loin des cages, qui aujourd'hui, 20 ans après sa retraite, est devenu légion chez les gardiens dans le monde du football.